Tu fais quoi là? Comment ça, Marcus? Qu'est-ce que je fais? Mais je gratte mon ticket de jeu à gagner. Avec ma pièce de 10 francs symbolique. Et j'ai perdu, d'ailleurs. Super. Eh ben oui, moi, tous les vendredis 13, je prends un ticket à jouer et je joue au loto. Bah oui, toutes les sommes sont multipliées, donc ça nous fait rêver. Voilà. Et vous, le vendredi 13, vous en pensez quoi? De où ça vient, cette peur du vendredi 13? La dernière scène? Oui, alors dans ce cas-là, on aurait peur que du numéro 13. Là, j'ai essayé de le dire plusieurs fois, j'y arrive jamais. Voilà, moi j'appellerais ça la trésophobie. Donc la peur du numéro 13, il n'y a pas de 13e étage, il n'y a pas de 13 personnes à table, mais dans un mois, on a bien le jour numéro 13, donc cette peur du 13, non, moi je vous parle vraiment de la peur du vendredi 13, d'où ça vient? Est-ce que vous le savez? Ça s'appelle la... Alors c'est pas parallélépipède rectangle, non, c'est la vendrediphobie. Ça vient de où? La vendrediphobie vient tout simplement, si je vous dis, la milice des pauvres chevaliers du Christ et du temple de Salomon. Ça vous fait penser à quoi? Oui, oui, les Templiers. Les Templiers formés par 9 personnes, dont le premier grand maître Hugues de Pin et Godefroy de Saint-Omer. Leur mission première, leur but premier était de protéger les pèlerins qui allaient jusqu'en Terre Sainte, Jérusalem, et revenir, bien entendu. À côté de ça, parallèlement, se forma un deuxième groupe qu'on appela les hospitaliers. Oui, hospital, tout à fait. Eux qui étaient chargés de soigner les pèlerins pendant leur voyage aller et retour également. Ils interviendront plus tard dans la conversation. Pour l'instant, laissons-les. Marcus, tu peux nous en dire un peu plus sur les Templiers? Au début du XIIe siècle, alors que les pèlerinages vers Jérusalem se multiplient, un petit groupe de chevaliers se donne pour mission de protéger les voyageurs chrétiens en Terre Sainte. C'est la naissance à la milice des pauvres chevaliers du Christ et du temple de Salomon, dit les Templiers, reconnus officiellement par l'Église en 1129 lors du Concile de Troyes. Ces chevaliers, à la fois religieux et soldats, se distinguent par leur rigueur religieuse et leur dévouement à la défense des pèlerins. Peu à peu, l'ordre reçoit de nombreuses donations, terres, châteaux et revenus divers. Les Templiers développent aussi un système financier avancé, précurseur de la banque moderne. Ils gardent et transfèrent l'argent des pèlerins, des marchands et même de certains souverains. De par leur puissance militaire et économique, ils deviennent incontournables en Europe et au Proche-Orient. Au tournant du XIIIe et du XIVe siècle, le contexte en Terre Sainte se dégrade. La reconquête des États latins d'Orient par les musulmans réduit l'influence des ordres militaires. Parallèlement en Europe, les rivalités politiques s'accentuent et l'autorité du pape est parfois remise en cause par les rois. En France, c'est Philippe IV le Bel, couronné en 1285, qui cherche à asseoir son pouvoir en centralisant l'État et en maîtrisant l'Église. Pour financer ses guerres, il a contracté de lourdes dettes, dont une partie envers les Templiers. Cette situation va jouer un rôle déterminant dans la tragédie qui s'annonce. Alors oui, cet ordre chevalier religieux avait donc pour but principalement de défendre les pèlerins. Ils avaient ce qu'on appelait des commanderies. Ce n'étaient pas des châteaux forts, ce n'est pas des places fortes, non, ce sont des commanderies. Comme Marcus vous l'a dit, c'est un peu les premières banques. Les seigneurs ou pèlerins y amenaient leur argent en disant voilà, je vous donne 10 sous que je veux récupérer à Jérusalem. Ils donnaient donc 10 sous, partaient avec leurs lettres. Ils allaient là-bas et récupéraient leurs 10 sous et ainsi de suite. Donc oui, c'est les premières banques, c'est comme ça un peu que ça fonctionnait. Au moins les pèlerins ne perdaient pas leur argent quand ils se faisaient détrousser. Et en plus de ça, ils se faisaient protéger par les Templiers. Donc, c'était bien. Il y a aussi les donations ou autres des terres. Alors, des personnes se débarrassaient de leurs biens pour faire preuve de foi. Donc, ils se débarrassaient de leur argent, de leurs terres et ainsi de suite, les offraient donc aux Templiers pour être eux-mêmes engagés dans la cause des Templiers, donc des soldats religieux. Je ne dis pas moines car les Templiers n'étaient pas des moines, étaient avant tout des soldats, des chevaliers qui protégeaient les pèlerins. De 9 soldats, 9 chevaliers
de 9 défenseurs de pèlerins. L'estimation est de 15 000 Templiers. Tu m'étonnes que là, tu as les boules, là. Ouais, comment ça se joue, putain. Un peu, dis donc, ce serait pas un peu nombreux, les gens? Si. Alors, comme Philippe le Bel a besoin d'argent, et on va pas se mentir, commence à en avoir peur, c'est là que commence à, pour les Templiers, le petit problème. Marcus? Dans les années 1300, la réputation des Templiers se fissure. Bien que leur ordre ait acquis un immense prestige, ils suscitent convoitise et jalousie. Des rumeurs circulent. On les dit secrètement riches à outrance, voire arrogants. Surtout, on entend parler de possibles pratiques ésotériques ou idolâtres au sein de leur rite d'initiation. Le roi Philippe le Bel voit dans ces bruits de couloir une occasion de discréditer l'ordre. Endetté et déterminé à ne pas se laisser dominer par un groupe militaire religieux trop puissant, il cherche un moyen légal ou quasi légal de les faire tomber. Ses conseillers, notamment Guillaume de Nogaret, suggèrent d'exploiter l'accusation d'hérésie. À cette époque, de telles accusations sont redoutables et peuvent justifier la confiscation des biens. Le roi commence par sonder l'opinion du pape Clément V. Au départ, le pape se montre circonspect. Il ne veut pas attaquer un ordre qui a longtemps servi l'Église. Mais Philippe le Bel exerce une pression constante, faisant valoir qu'il détient des témoignages compromettants. Alors, à ce moment-là de l'histoire, on est en 1300. Philippe le Bel a besoin de Clément V, car, entre guillemets, Philippe le Bel ne fait pas ce qu'il veut. Non. Il est toujours tributaire de la religion. Et si, pour destituer un groupe religieux qui est les Templiers, il faut l'accord de Clément V. Clément V n'y croit pas vraiment au tout début. Bon, il se dit, attends, le mec, quand même, il fume. Philippe le Bel, lui, il a besoin de pognon. Les guerres coûtent cher, les Templiers font peur, ils sont quasiment 15 000. Il dit non. Le jure, Clément, on a des preuves. Tu vois, regarde. En lisant en photo, enfin en dessin, parce qu'il n'y avait pas les photos, mais en les a en dessin, voilà. Donc ils accusent d'hérésie, de sorcellerie, de pratiques douteuses lors des rites d'initiation pour rentrer dans l'ordre des Templiers. On les accuse d'idolâtrer Baphomet. On les accuse de plein de choses, jusqu'au jour fatidique où Clément V cède et là. Au matin du vendredi 13 octobre 1307, des commandes secrètes sont exécutées simultanément dans tout le royaume de France. Les officiers royaux, appuyés par la force armée, font irruption dans les diverses commanderies templières. Les Templiers sont surpris, ne s'attendant pas à une attaque de la monarchie française. Les chevaliers et frères de l'ordre sont arrêtés, leurs biens mis sous scellés, manuscrits, argenterie, or, bétail et terres. L'effroi est général, suite à des accusations qui, pour beaucoup, restent floues. Les Templiers sont emprisonnés, souvent séparés les uns des autres, afin d'éviter qu'ils ne s'accordent sur une défense commune. Dans les villes, les habitants s'interrogent. Pourquoi s'en prendre si brutalement à ces religieux soldats? Philippe le Bel, pour sa part, avance comme motif la trahison et le blasphème. Il promet des preuves irréfutables qu'il diffusera bientôt. Le fameux vendredi 13 octobre 1307. Vendredi 13. On y est. La peur du vendredi 13 serait due à notre ami Philippe le Bel et au pape Clément V. Il ordonna l'arrestation dans toutes les commanderies de tous les Templiers et des grands maîtres. À ce moment-là, le grand maître était Jacques de Molay. On va en parler juste après. Cette peur du vendredi 13 marque quand même les esprits parce que le peuple se demande qu'est-ce qui s'est passé pour que des hommes aussi bons et aussi forts fassent tous arrêter le même jour. Ils sont surpris, beaucoup sont surpris, beaucoup sont choqués. On ne comprend pas. Et Philippe le Bel lui dit, vous inquiétez pas, je vais tout vous dire. Hein, on va vous annoncer ça bientôt sur TF1 à 20h30. Donc, le peuple est sidéré. Philippe le Bel, lui, en sort grand vainqueur pour l'instant, puisqu'il récupère l'or, l'argenterie, tout ce qui se situe dans les commanderies, toutes les terres et animaux de l'autre. Donc, il va pouvoir renforcer son statut militaire et renflouer les caisses de l'État. On vient
Après ça, quelque chose que je qualifierais d'horrible. Bah oui. Parce qu'on les a arrêtés, nos pro-chevaliers. Mais pour le procès, qu'est-ce qu'il faut faire à votre avis? Dans les mois qui suivent, une vaste procédure judiciaire se met en place. Les Templiers capturés sont soumis à des interrogatoires menés par des représentants de la monarchie et de l'Inquisition. Les actes d'accusation énumèrent des crimes graves, hérésie, reniement du Christ, pratiques magiques, entre autres. Pour obtenir des aveux, on recourt à la torture, un procédé jugé légal à l'époque dès qu'une suspicion d'hérésie est avancée. Sous la douleur, nombre de Templiers finissent par avouer, même s'il s'agit bien souvent de déclarations contradictoires ou confuses. Ces pseudo-aveux sont alors utilisés par Philippe le Bel et ses conseillers comme preuve. Parallèlement, le pape Clément V, initialement réticent, se laisse convaincre par la litanie des témoignages. En 1308, il lance des enquêtes pontificales pour vérifier la validité des charges. Malgré quelques voix qui s'élèvent pour défendre l'ordre, la pression du roi de France est trop forte. Lors du concile de Vienne en 1312, Clément V promulgue la bulle Vox in excelso, qui prononce la dissolution de l'ordre du Temple. Les Templiers sont officiellement déclarés dissous et leurs biens sont pour partie attribués à l'ordre de l'Hôpital, les Hospitaliers, pour partie confisqués par la couronne ou d'autres seigneurs. Les chevaliers et frères encore détenus restent pour la plupart en prison ou sont condamnés à diverses peines selon qu'ils ont renié leurs aveux ou non. Alors oui, l'acquisition et les interrogatoires sous la torture, forcément. Même moi, j'avoue que ma mère, c'est mon père. Oui, on va pas se mentir. Si vous prenez le chevalet, le rack, voilà, on était sur une planche, les jambes et les bras allongés comme ça, puis avec un roulon tourné pour étirer les membres petit à petit. Hein. Voilà. L'estrapade, alors on attachait les mains dans le dos. Oui, là vous voyez pas, mais bon, on les attachait. Et puis on soulevait comme ça, avec une petite poulie là-haut, là, tac tac, on soulevait. Et puis on lâchait et hop, on rattrapait comme ça fait. Oui, personnellement, j'avoue aussi que tout ce que j'ai fait, j'avoue ce que j'ai pas fait. Enfin, ce que vous me dites que j'ai fait, je le dis, oui, c'est vrai. Voilà. Du coup, oui, j'ai fait ce que vous avez pas dit. Non. Ah, bref. Vous avez la question sous l'eau. Alors pas, j'ai rebu, je vais tout vous dire. Non. La question sous l'eau. On allongeait la personne, on le faisait boire à grosse gorgée. Forcément, ou alors on mettait un drap, hein, puis oui, j'ai tout fait. Alors que non, enfin il dit tout fait. Il a pas tout fait, il est tout fait. C'est compliqué ces questions de torture. Sous le fer rouge, du pieu, la dame de fer, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc effectivement, à ce moment-là, la torture, j'ai envie de vous dire, non. Il fallait vachement être courageux pour tenir longtemps. Franchement, le mec qui tient plus d'une journée déjà, chapeau. Clément V, lui, on voit qu'il... on le voit, on sent. Non, j'y crois pas. Et Philippe le Bel, oui, si, regarde, t'as vu, il est marqué là, oui, je l'ai fait. Ah oui, effectivement, s'il l'a fait dans ce cas-là. Mais voilà, Philippe le Bel a gain de cause. À côté de ça, Philippe le Bel ne garde pas tout, car une partie iront au service hospitalier. Bah oui, à l'époque, on leur donnait de l'argent au service hospitalier. Les hospitaliers, eux, ont pu continuer derrière à soigner les pèlerins. Donc en 1312, les Templiers sont dissous, ils n'existent plus. Certains ont pris la fuite malgré tout. On a toujours les légendes, hein, les rumeurs en Écosse, en Angleterre et ainsi de suite. Mais le vendredi 13, qui est une peur de la date, de l'arrestation, mais aussi de la malédiction du vendredi 13. Le dernier grand maître, Jacques de Molay, et le dignitaire Geoffroy de Charnay sont condamnés à mort. Ils sont exécutés sur le bûcher à Paris, en mars 1314, après avoir rétracté leurs aveux arrachés sous la torture. À la veille de mourir, Jacques de Molay aurait, selon certains témoignages, lancé des paroles accusatrices envers Philippe le Bel et le pape Clément V, leur enjoignant de rendre compte de leurs actes devant le tribunal de Dieu. Fait marquant de l'époque, le pape meurt en avril 1314 et le roi Philippe le Bel en novembre de la même année.
Cette coïncidence a nourri la légende d'une possible malédiction templière, même si aucun document officiel ne confirme précisément les propos de Jacques de Molay. Oui, merci Marcus. Alors, Jacques de Molay, le dernier grand maître templier, meurt après rétractation de ses aveux, dit sous la torture. Il en voula énormément, forcément, à Philippe le Bel, au chevalier Guillaume et au pape Clément V. Sur le bûcher, Jacques de Molay leur tint à peu près ce langage. Pape Clément, chevalier Guillaume de Nogaret, roi Philippe, avant 1 an, je vous cite à apparaître au tribunal de Dieu pour y recevoir votre juste châtiment. Maudit, maudit, soyez maudits jusqu'à la 13e génération de vos races. Cette tirade de Jacques de Molay, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, cette malédiction, prit effet, au moins parce qu'on le sait, sur Clément V et Philippe le Bel. Alors pour Clément V, il meurt le 20 avril 1314, à Roquemaure, de l'autre côté du Rhône. Il a ingurgité un plat d'émeraude pour se guérir d'une maladie. Oui, non, il est mort. Donc, Philippe le Bel meurt le 29 novembre 1314 à Fontainebleau, suite à la chute de cheval. Merci d'avoir regardé cette légende du vendredi 13. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente fin de journée. Et surtout, attention, on évite de passer sous une échelle ou de croiser un chat noir.